va passer donc à Christian Coureau, qui est ostéopathe spécialisé en fasciathérapie, MDB pour méthode Danny Bois. Il est formateur depuis 20 à 30 ans auprès des kinés, ostéos et autres praticiens complémentaires. Il a obtenu un doctorat en sciences sociales, en psychopathologie en 2015. Cet ancien footballeur de haut niveau est maintenant directeur du CERAP, qui est le Centre d'études et de recherche appliquées en psychopédagogie perceptive. C'est un laboratoire de recherche qui dépend de l'université Fernando Pessoa à Porto. Il est en outre coordinateur d'un diplôme universitaire, conférencier dans des congrès internationaux et auteur d'un livre sur les fascias paru, si je ne me trompe pas, en août 2019. Bonjour Christian Coureau. Bonjour tout le monde. Merci à vous pour cette présentation. Merci également aux organisateurs du congrès de m'avoir invité et félicitations pour avoir su maintenir ce rendez-vous pour qu'on se retrouve. Alors, le thème de mon intervention porte sur les intérêts d'intégrer la fasciathérapie dans la prise en charge de la douleur, et ce, du point de vue des praticiens. Alors, cette présentation, elle est basée sur une partie d'une enquête que j'ai conduite dans le cadre de ma thèse de doctorat en sciences sociales, dans laquelle je m'étais intéressé aux impacts de la pratique de la fasciathérapie sur l'identité professionnelle d'une population de kinésithérapeutes. Pour ceux qui ne connaissent pas la fasciathérapie, je précise rapidement qu'il s'agit d'une thérapie manuelle et je présenterai ces spécificités dans la première partie de mon intervention. Alors, concernant les liens d'intérêt, je n'ai pas d'intérêt financier, je n'ai pas eu de financement pour cette recherche et par contre, je suis formateur en fasciathérapie depuis 20 années, comme ça a été dit, et je suis l'auteur de l'enquête auprès d'une population que je côtoie et que je connais bien. Alors, tout d'abord, je voudrais commencer mon introduction en abordant, en tout cas en partageant l'intérêt que j'ai pour le point de vue des praticiens dans le domaine de la thérapie manuelle. Il me semble en effet que, en tout cas pour les kinésithérapeutes, prendre en compte le point de vue des praticiens, c'est mieux comprendre le décalage qui existe parfois entre l'intérêt que les praticiens ont pour la thérapie manuelle et le manque de preuves scientifiques que l'on retrouve dans la littérature. Le deuxième intérêt que j'y vois, c'est une meilleure peut-être compréhension des raisons qui poussent certains praticiens à pratiquer telle ou telle thérapie manuelle avec ses spécificités, alors que toujours si on se fie à la littérature scientifique, il n'existe, en tout cas, il n'y a pas de preuve d'efficacité plus grande d'une thérapie par rapport à une autre. Et puis, prendre en compte le point de vue des praticiens, c'est un peu mieux comprendre pourquoi la thérapie manuelle ne fait pas consensus, et en particulier le toucher dans la kinésithérapie. En effet, si du point de vue de leur expérience, et on le retrouve dans les enquêtes professionnelles, ces praticiens considèrent que le toucher, c'est le cœur du soin, c'est le cœur de métier et c'est synonyme de qualité de soin. Cette dimension subjective qui est rapportée par les praticiens a parfois peu de poids par rapport à l'evidence-based médecine, à la pratique basée sur les preuves, et parfois la thérapie manuelle et le toucher sont plutôt considérés comme des thérapies passives, empiriques, voire, quand elles sont complémentaires, associées à une dérive thérapeutique. Enfin, l'efficacité de la thérapie manuelle, mais en réalité également de toutes les interventions non médicamenteuses, dépend de nombreux facteurs, dont le patient, ses attentes, ses croyances, mais aussi le praticien et la qualité de la relation thérapeutique. Et il me semble intéressant de prendre en compte le point de vue des praticiens pour comprendre en quoi la thérapie manuelle et le toucher peuvent devenir des éléments qui nous renseignent un peu mieux sur ces différents aspects du soin. Alors, pardon. Voilà.
Comme nous parlons de thérapie manuelle, je vais juste aborder rapidement les liens entre thérapie manuelle et douleur et la place, en tout cas, de la thérapie manuelle dans la douleur. Tout d'abord, les thérapies manuelles font partie des interventions non médicamenteuses qui sont utilisées et voire même prisées par les usagers et par les praticiens. On commence à mieux comprendre les mécanismes d'action des thérapies manuelles sur la douleur. Si pendant très longtemps on a considéré que c'était l'action mécanique sur des dysfonctions tissulaires qui était à l'origine de l'efficacité, on considère aujourd'hui plutôt que c'est l'action, c'est le toucher qui, par son action, va déclencher des réponses neurophysiologiques à différents étages du système nerveux qui tendraient à expliquer l'action des thérapies manuelles sur la douleur. Et puis, il y a un phénomène important qui est au cœur de la compréhension des mécanismes d'action sur la douleur, c'est l'effet placebo. On considère quasiment que c'est l'effet placebo qui a le plus grand effet thérapeutique et le plus grand effet antalgique dans la thérapie manuelle. Et ça a une implication parce qu'on pourrait croire alors que c'est tout ce qui entoure la thérapie manuelle plus que la technique elle-même qui est efficace. Alors, il y a des études et des auteurs qui commencent à s'intéresser un peu plus à la qualité du toucher et qui commencent à considérer que l'effet antalgique du toucher serait également associé à la qualité du toucher et en particulier au contact humain et au toucher affectif ou somatoperceptuel qui aurait un effet sur l'expérience douloureuse en diminuant l'anxiété, en diminuant le stress et en améliorant le vécu corporel. Cela a une implication dans la pratique, puisque aujourd'hui, on s'interroge sur la formation des thérapeutes manuels et on se demande s'il ne faudrait pas plus intégrer dans la formation l'enseignement de cette dimension humaniste du toucher de façon aussi importante que le temps qui est consacré à l'apprentissage des compétences et des gestes techniques. Comme nous parlons de fasciathérapie et de thérapie des fascias, je vous propose de faire un petit point sur les liens entre fascia et douleur, tout en rappelant d'abord que pendant très longtemps, le fascia était le cendrillon de la médecine, en particulier de la médecine orthopédique, considéré comme un tissu de remplissage qui avait un rôle passif. Il faut quand même rendre hommage à l'ostéopathie avec les travaux du docteur Steele, d'avoir mis en avant l'intérêt du fascia. Et puis en France, à travers la fasciathérapie et les travaux du professeur Danybois, on a aussi des éléments, ce sont des praticiens qui ont mis en avant l'intérêt de traiter ce tissu anatomique. Aujourd'hui, on redécouvre ce tissu et on commence même à le considérer, peut-être même de façon un peu exagérée, ou à le qualifier de nouvel organe ou de nouveau système corporel qui, en raison de son imbrication avec les différents systèmes corporels du corps humain, participerait à leur bon fonctionnement. On lui attribue de nombreuses fonctions et en particulier un rôle dans la sensibilité corporelle, un rôle sensoriel. Il y a des études récentes qui montrent, ou qui en tout cas qui ont mis en évidence la présence de terminaisons nerveuses dans les fascias. Et donc, on considère que c'est un tissu qui participe à la proprioception, mais aussi à l'interoception et à la nociception. Et par conséquent, on en parle de plus en plus dans la littérature et dans les études sur son rôle dans les douleurs myofasciales, la lombalgie chronique, voire la fibromyalgie, et même dans des troubles somatopsychiques tels que l'anxiété ou encore les troubles émotionnels ou de la perception du corps et de soi. Alors certains auteurs vont un petit peu plus loin puisqu'ils considèrent que ce fascia pourrait être le chaînon manquant qui permet d'expliquer les mécanismes communs et partagés de toutes les thérapies manuelles. Il est évident en raison de son omniprésence dans les moindres recoins du corps,
toute thérapie manuelle agit de façon directe et indirecte sur le système facial. Alors maintenant, je vais parler un tout petit peu de la fasciathérapie. Il y a de nombreuses thérapies des fascias qui vont de l'ostéopathie au rolfing, au myofacial release, à la manipulation faciale. La fasciathérapie méthode Dany-Bois, dont il est question ici, est une thérapie manuelle qui cible bien sûr son action sur les fascias, mais qui se caractérise par son action non manipulative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mobilisation forcée sur les tissus, les membranes, les muscles, les viscères ou les articulations. De plus, cette thérapie manuelle se distingue par sa vocation à intégrer le corps et l'esprit, comme la plupart des interventions non médicamenteuses, en favorisant l'enrichissement de la perception du corps et en permettant à la personne de retrouver une meilleure interaction entre son corps et son psychisme, c'est-à-dire entre son ressenti corporel et ses pensées. De plus, cette thérapie manuelle associe deux dimensions qui sont indissociables dans le geste thérapeutique. À la dimension technique du toucher s'associe de façon constante une dimension relationnelle qui est partie intégrante du soin. Il y a eu des études sur la fasciathérapie, en particulier des études qualitatives et des enquêtes qui ont essayé d'interroger la place de la fasciathérapie sur le développement des qualités humaines et relationnelles du praticien. Et il y a aussi des études également qui ont essayé d'objectiver les effets de la fasciathérapie sur l'anxiété, le stress ou encore la fibromyalgie. Alors, je vais maintenant passer à la présentation des intérêts de la fasciathérapie dans la prise en charge de la douleur en kinésithérapie. Donc, je vais présenter une enquête qui a été menée auprès de 446 masseurs kinésithérapeutes français formés à la fasciathérapie. Et donc, c'était une enquête qui avait pour vocation d'interroger plus globalement, je l'ai dit, les impacts de la fasciathérapie, de sa pratique sur l'identité professionnelle des kinésithérapeutes. Dans ce cadre, les participants avaient reçu un questionnaire comprenant 72 questions. Et donc, il y avait 4 thématiques qui étaient interrogées, proches de l'identité professionnelle. Il s'agissait de questions sur le profil professionnel, d'autres qui interrogeaient les améliorations et les enrichissements de l'exercice professionnel. Et puis, certaines d'entre elles abordaient la question de l'identification professionnelle. Pour la présentation et cette communication, je ne vais prendre en compte que les données concernant le profil professionnel et celles qui concernent les améliorations observées sur la douleur et certaines concernant l'enrichissement professionnel. Nous avons, au cours de cette enquête, reçu 238 questionnaires complets et ce sont ceux-ci donc qui ont été analysés. Pour les résultats, tout d'abord, je vais présenter le profil de la population enquêtée. Il s'agit d'une population qui est plutôt féminine. On pourrait croire à ce moment-là que les kinésithérapeutes femmes ont un intérêt plus grand à la fasciathérapie que les kinésithérapeutes hommes. Par contraste, dans la population des kinésithérapeutes ostéopathes, on retrouve une femme pour 5 hommes. La tranche d'âge qui est la plus représentée est celle qui est située entre 30 et 44 ans, mais la plus grande partie de la population, 85%, se trouve à un âge supérieur à 30 ans. C'est une population qui exerce plutôt et majoritairement, voire quasi exclusivement, en exercice libéral, ce qui fait qu'ils sont confrontés à une diversité de douleurs et de contextes professionnels. Et la plupart exercent sur le mode conventionné, même si une partie d'entre eux, 30%, sortent de la convention pour pratiquer la fasciathérapie de façon pleine et à se spécialiser dans ce domaine.
Et puis, c'est une population qui a une expérience importante de la kinésithérapie et de la fasciathérapie, ce qui est important parce que c'est une population qui est adaptée pour répondre à la situation, en tout cas à la problématique qui avait été posée. Toujours pour compléter le profil professionnel, quand on interroge les praticiens sur leur parcours, la plupart se disent spécialisés dans la thérapie manuelle et il y a 70% d'entre eux qui ont suivi une formation en thérapie manuelle préalablement à la formation de fasciathérapie. Toutefois, quand on les interroge sur leur motivation à se former à la fasciathérapie, une grande partie d'entre eux considèrent qu'ils sont toujours en recherche d'efficacité thérapeutique et que dans cette recherche personnelle et professionnelle, ils essaient de trouver une thérapie qui est plus globale, s'adressant au corps et au psychisme, et également, de façon importante, une thérapie à travers laquelle ils développent la dimension relationnelle de leur toucher. Quand on leur demande, quand on les interroge sur leur parcours de formation, on constate dans ce cas que la plupart d'entre eux, en tout cas, on observe que cette population a tendance à se former beaucoup moins à des approches manuelles au cours ou après leur formation de fasciathérapie, ce qui pourrait être un indicateur de l'intérêt qu'ils ont pour cette approche et de la satisfaction qu'ils y trouvent et peut-être des réponses à leurs besoins de formation professionnelle continue. Pour comprendre un peu mieux l'intérêt de la fasciathérapie dans la kinésithérapie, on peut prendre en compte la manière dont ces derniers, les kinésithérapeutes, intègrent la fasciathérapie dans leur approche de la kinésithérapie. On constate tout de suite que cet intérêt peut s'expliquer par la très grande facilité avec laquelle cette population intègre la fasciathérapie dans la kinésithérapie. Cet intérêt peut se manifester aussi par la part de leur activité que les kinésithérapeutes consacrent à la fasciathérapie. Pour plus de 82%, ils consacrent plus de la moitié de leur activité. On peut l'observer également avec le nombre relativement important de séances de fasciathérapie pratiquées quotidiennement pour la moitié de l'échantillon. Et on constate également qu'ils prennent le temps de consacrer un temps supérieur à 30 minutes à la fasciathérapie pour l'intégrer dans la kinésithérapie. Voyons maintenant les améliorations de la prise en charge. Alors, pour ce domaine-là, j'ai pris en compte deux questions qui étaient dans l'enquête. La première de ces questions demandait aux praticiens d'indiquer le degré d'amélioration de leur prise en charge dans différents domaines de leur exercice professionnel, dont la douleur physique et la souffrance psychique. Ils remplissaient une échelle de Likert allant de 1, pas d'amélioration, à 4, amélioration très importante. Ce que l'on observe de façon significative, c'est qu'ils estiment que la fasciathérapie a fortement amélioré leur prise en charge de la douleur physique, mais également de la souffrance psychique. On peut ajouter que cette amélioration sur la douleur physique est significativement plus améliorée que les autres domaines interrogés et qu'on la retrouve chez tous les praticiens, quel que soit leur type de pratique, quelle que soit la durée des séances, quel que soit également leur mode d'application de la fasciathérapie. La deuxième question demandait aux répondants de renseigner les pathologies qui avaient été le plus et le moins améliorées par la fasciathérapie. Et on constate que la totalité des répondants déclarent avoir obtenu une amélioration sur au moins une des pathologies rencontrées dans leur pratique professionnelle. Et
les pathologies qui sont les plus fréquemment citées sont les pathologies musculo-squelettiques, qui sont bien évidemment du domaine de leur pratique courante, les pathologies rachidiennes, mais aussi les pathologies non rachidiennes. On observe également qu'il y a une amélioration qui est constatée sur des pathologies moins courantes de la pratique de la kinésithérapie, comme les pathologies crâniennes, c'est-à-dire les gens citaient principalement les migraines et les céphalées, ou encore les pathologies viscérales, en particulier les troubles digestifs. Et on observe également une amélioration moins importante mais significative sur des syndromes douloureux tels que la fibromyalgie ou encore sur le mal-être et le stress qui sont fortement pourvoyeurs également de douleurs. Il y a eu 2 enquêtes de pratique qui ont été effectuées sur la lombalgie et l'endométriose et on observe ces mêmes résultats. Les praticiens ont tous tendance à indiquer qu'ils utilisent la fasciathérapie principalement dans ces pathologies pour lutter contre la douleur et pour son effet antalgique à tous les stades de l'évolution de la pathologie. Pour compléter la connaissance des intérêts que nous recherchons, je me suis intéressé à l'enrichissement de l'exercice professionnel et on peut observer 2 phénomènes. Le premier, c'est que les gens considèrent, en tout cas décrivent qu'avec la fasciathérapie, ils ont tendance à développer à enrichir leur pratique en l'élargissant à de nouveaux domaines de prise en charge. Et avec des questions ouvertes, on s'est rendu compte qu'ils développaient plutôt leur approche vers les maladies chroniques et la prise en charge du stress. On observe également la quasi-totalité de la population déclare avoir changé son l'orientation de la prise en charge de son patient avec, là encore, une orientation plus globale, plus pédagogique et plus psychologique du patient. Dans ces conditions, on observe que seulement 7% d'entre eux déclarent, avec la fasciathérapie, exercer à ce jour uniquement dans une approche exclusivement et essentiellement thérapeutique. Alors, il me semble que les chiffres montrent bien que la pratique de la fasciathérapie, avec la pratique de la fasciathérapie, les professionnels, les kinésithérapeutes se disent renforcés dans leur approche individualisée du patient et on observe même que pour certains d'entre eux, la fasciathérapie les a aidés à développer une approche plus individualisée et plus centrée sur le patient. Pour terminer les résultats, je me suis également intéressé aux enrichissements des dimensions relationnelles de la pratique et à celle du toucher. Et on constate, donc les gens devaient classer des dimensions qui leur étaient proposées de celle qui a été la plus enrichie à celle qui a été la moins enrichie. Et donc on constate que pour le toucher, il se confirme que les praticiens trouvent à travers la fasciathérapie moyen de développer cette dimension relationnelle du toucher à travers la profondeur, l'écoute, la présence ou la relation avec le patient. Et on le voit, ils considèrent que ça a eu moins d'effet sur la précision de leur geste thérapeutique ou sur leur habileté technique. Concernant les qualités relationnelles qui ont été les plus enrichies, là encore, on observe que les qualités de présence, d'écoute, d'attention et de profondeur de la relation ont été largement améliorées. Pour conclure, cette enquête, il me semble, montre que l'intégration d'une thérapie complémentaire comme la fasciathérapie dans une thérapie conventionnelle telle que la kinésithérapie est non seulement possible, mais perçue par les praticiens comme facile, fertile et efficace. La fasciathérapie apparaît du point de vue des praticiens comme une thérapeutique susceptible d'améliorer leur prise en charge, tant sur la douleur physique que sur la souffrance psychique, sans doute en raison de son action sur le système facial, mais aussi de son action somato-psychique. De plus, la fasciathérapie
les kinésithérapeutes qui utilisent la fasciathérapie y trouvent un réel intérêt car elle contribue à améliorer significativement leur prise en charge quotidienne, comme les troubles musculo-squelettiques, et leur ouvre de nouvelles perspectives thérapeutiques. Enfin, elle offre la possibilité aux kinésithérapeutes de consolider leur approche individualisée du patient et à développer des compétences pédagogiques et relationnelles qui, sans aucun doute, contribuent à améliorer leur prise en charge manuelle de la douleur. Pour terminer, je vous partage cette phrase du rédacteur en chef du Lancet qui avait publié un édito que j'avais trouvé totalement en phase avec cette communication. Et je vous remercie de votre attention. Eh bien, merci Christian Courreau pour cette présentation. On a une question qui est arrivée dans le fil de conversation. Alors, je ne suis pas sûr de bien la comprendre. La fasciathérapie présente beaucoup de différences avec l'ostéopathie. Les migraines sont aussi soignées en ostéopathie. Comment le patient s'y retrouve-t-il ? Alors, oui, alors en fait, la fasciathérapie, quand on regarde un peu l'historique, elle n'est pas née d'un coup, de rien. C'est un prolongement des idées maîtresses de l'ostéopathie. On retrouve dans les ouvrages qui ont été écrits par Danny Bois, le fondateur de la fasciathérapie qui porte son nom, les éléments qui contribuent à expliquer en quoi la fasciathérapie est un prolongement de l'ostéopathie, en tout cas d'une ostéopathie qui a pour vocation de solliciter la force d'autorégulation du corps et de permettre au patient de redécouvrir un petit peu plus son corps et de participer aux soins. Alors, les différences du point de vue du patient, il faudrait demander au patient. Mais nous, on a fait des enquêtes auprès des patients sur des enquêtes qualitatives, à travers lesquelles on a, c'était le premier pas dans la recherche, essayé de comprendre les effets spécifiques qui étaient perçus par les patients qui étaient traités en fasciathérapie. Il apparaît très très rapidement que les patients témoignent que le geste de fasciathérapie change la relation qu'ils ont avec leur corps. Et donc, on voit bien que... alors, dans l'ostéopathie, on parle de corps vivant. On a parlé un petit peu de ça avec Bruno Falissard, qui a expliqué la différence entre la matérialité du corps et on pourrait dire la subjectivité du corps. En ostéopathie, le corps est un fonctionnement, est animé d'une force d'autorégulation. Peut-être qu'en fasciathérapie, le corps, il est subjectif. C'est-à-dire que le corps porte en lui des informations sensorielles à travers lesquelles le patient peut renouer un contact avec sa santé. Et même, j'allais dire, pouvoir construire sa santé perceptuelle. Et on voit bien qu'à travers la fasciathérapie, les patients font un parcours de reconquête de leur corps qui est affecté, de ce corps vécu qui est affecté par la maladie. Et il est assez surprenant de constater que même quand il y a des pathologies graves ou des pathologies chroniques, les gens rapportent dans les expériences, en tout cas dans les recherches qui sont menées sur la fasciathérapie, qu'à côté de ce corps malade qui est perçu comme le lieu de la maladie, ils perçoivent un corps vivant, un corps sensible et un corps existentiel, qui leur redonne le goût et la passion de l'existence. Merci Christian Courreau. Oui, oui, très bien. Juste peut-être une dernière question rapide, puisqu'on va passer à la suite très prochainement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir un panorama des différents praticiens qui utilisent cette technique? Est-ce qu'on reste cantonné aux kinés et aux ostéos, ou est-ce qu'il y a d'autres praticiens de médecine complémentaire qui l'utilisent aussi? Oui, alors il y a une vraie question autour de ces sujets-là. Pendant très longtemps, la fasciathérapie était une thérapie qui était en formation continue des kinésithérapeutes, mais comme je l'ai un peu évoqué au début, aujourd'hui, elle ne fait plus partie du champ de la formation continue des kinésithérapeutes, même s'il y a beaucoup de kinésithérapeutes qui se forment à cette approche.
Et donc, effectivement, la fasciathérapie, aujourd'hui, est pratiquée par des ostéopathes, mais évidemment, il y a certains professionnels des interventions non médicamenteuses qui commencent à avoir un intérêt pour le fascia et la fasciathérapie. Pour le fascia, on voit maintenant tous les professionnels du yoga, on voit même du fitness qui s'intéressent au rôle du fascia dans le mouvement, ou des pratiques de l'éducation physique qui essaient de trouver un intérêt dans cette approche. Donc, le fascia n'appartient à personne, et donc c'est un sujet qui intéresse à la fois les thérapies complémentaires et les thérapies conventionnelles. Très bien, merci Christian pour ces explications et cet exposé. Pour avoir des informations supplémentaires, je pense qu'on peut aller sur le site du CERAP notamment. Oui, le site du CERAP, où il y a un site qui regroupe les praticiens qui pratiquent la fasciathérapie, qui s'appelle Fascia France. Et voilà, il y a des praticiens de très grande qualité. Eh bien super, merci Christian, on va passer à la suite. Merci à vous, bon congrès. Merci.